du Mali par son armée locale. Quel sentiment, quelle analyse peut-on en faire déjà d'entrée? Bah déjà, oui, en effet, c'est un événement historique parce que c'est la reprise de contrôle de la quasi-totalité du territoire malien par l'armée malienne. Ça veut dire un retour de la souveraineté, puisqu'il faut savoir que Kidal n'était plus en possession, on pourrait dire, du gouvernement malien avec la présence de la MINUSMA qui interdisait l'armée malienne de venir. Et la deuxième chose, je pense que tous les Africains francophones devraient remercier Emmanuel Macron puisque Emmanuel Macron a réussi à faire ce que n'avaient pas fait Chirac, Sarkozy ou Hollande, c'est-à-dire d'accélérer la chute de la France-Afrique. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec la reprise de Kidal, c'est un symbole de plus dans l'effondrement de la France-Afrique. Et en ce sens-là, Macron a joué un grand rôle par son incompétence, par son ignorance, par son arrogance. Il a réussi un grand chelem à se fâcher avec tous les dirigeants africains, à permettre justement aux populations maliennes, burkinabées ou nigériennes de se libérer. Donc on voit en fait que c'est ce qui s'est passé le 14 novembre, c'est un symbole de plus de l'effondrement de la France-Afrique, de l'effondrement généralisé du néocolonialisme. Et ce qu'on vient de vivre, en effet, c'est très important parce que c'est un cycle d'abord de 10 ans, puisque en fait la France, on se le rappelle tous, avait débarqué en 2013 hein, sous François Hollande, qui avait dit que c'était le plus beau jour de sa vie et avait lancé l'opération Serval puis Barkhane. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on est soi-disant avec la MINUSMA, avec justement les forces Takuba, avec le G5 Sahel, avec toutes ces entreprises néocoloniales qu'on était censé combattre le terrorisme. Et qu'est-ce qu'on a vu au final? On a vu un essor du terrorisme. On a vu des parties entières du Mali qui n'étaient plus contrôlées par le gouvernement, mais contrôlées par des intérêts étrangers. On a vu le terrorisme se déplacer là où il n'était pas avant, au Burkina, au Niger, maintenant jusqu'en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Donc c'est un échec complet que cette politique qui avait été menée. Et je pense qu'on peut remercier Macron qui, justement, par son incompétence, encore une fois, a permis d'accélérer ce processus de libération des peuples africains, se libérer de ce colonialisme, se libérer de cette présence militaire qui, je le rappelle, date quand même depuis les indépendances et les accords de coopération militaire et les accords de coopération monétaire, le CFA, on pourrait en reparler, date des années 60. Et aujourd'hui, bah, on a un pays, le Mali, qui a recouvré son entière souveraineté, pas encore d'un point de vue monétaire, mais au moins d'un point de vue militaire, en reprenant l'ensemble de contrôle du pays. Donc ça, c'est déjà une première remarque. Seront passés au peigne fin. On annonce. Je ne sais pas si vous m'écoutez, Sébastien. Vous me saisissez? D'accord. Oui, tout à fait. Je vous rassurais que les questions monétaires, elles également, seront passées au peigne fin très prochainement. On annonce d'ailleurs la mort du franc CFA au sein de l'AES. C'est une information que je puisse déjà que je peux rassurer en direct. Alors, revenons bien entendu au fait, et je voudrais peut-être avant de convoquer un certain nombre d'éléments, Sébastien, avec votre clairvoyance. Alors, quel est le message subliminal qu'une telle information peut renvoyer à l'endroit de l'ensemble des États africains qui sont pris en tenaille par les différents mouvements terroristes aujourd'hui? Bah, je pense que c'est un message d'espoir, évidemment, parce que quand on sait que le nord du Burkina Faso, des régions entières du Sahel sont maintenant sous contrôle des djihadistes, et encore une fois, le djihadisme n'est pas une maladie. Le djihadisme a surtout est arrivé dans cette région justement par l'intervention de la France en Libye, c'est-à-dire qu'il y a tout un historique de la présence du terrorisme dans cette région qui date depuis 2011 et bien avant ce terrorisme qui a d'ailleurs été manipulé par des intérêts occidentaux pour diviser, pour mieux régner, et voire même balkaniser certains pays comme le Mali. On parlait de diviser le pays en deux. Rappelez-vous les discussions autour de l'accord d'Alger, etc. Bon, donc voilà. Donc c'est un message d'espoir parce que cette lutte contre le terrorisme qui a été menée par l'Occident, la MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, j'en passe, c'est des meilleurs, a été, comme je l'ai dit, un échec. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les armées maliennes, aidées avec des partenaires extérieurs, vous l'avez mentionné, certes, mais aujourd'hui, les armées maliennes, et c'est peut-être une première même, je dirais, peut-être pas dans l'histoire africaine, mais dans l'histoire de ce 20e, 21e siècle, qu'une armée africaine elle-même est en train de libérer son pays justement des conséquences du néocolonialisme. Donc ça, je pense que c'est porteur d'espoir pour le Niger, c'est porteur d'espoir
Burkina Faso, c'est porteur d'espoir pour l'ensemble de la région et surtout c'est porteur d'espoir pour toutes les populations africaines. Parce que justement, tant qu'il y avait ce terrorisme, eh ben justement, il n'y avait pas de développement. Et on sait aussi que la misère, qui est la conséquence du néocolonialisme, a poussé beaucoup de jeunes à s'aventurer, on va dire, dans un terrorisme, un banditisme, enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose où les jeunes, en particulier, vont pouvoir revenir et porter une contribution positive pour leur pays. Donc ça, c'est vraiment un espoir pour toute la région et pour l'Afrique. On rappelle qu'il y a encore des zones d'insécurité assez chroniques sur le continent africain, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, où un message pareil pourrait bien entendu permettre au président Félix-Antoine Tshisekedi de mieux orienter et réorienter, j'ai envie de le dire, sa politique sécuritaire sur son territoire. Mais vous êtes en Europe, est-ce que Sébastien Périmoni, on a suivi régulièrement les débats au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, eux-mêmes, les plénières au sein des assemblées générales. Est-ce que ce succès pourrait j'ai envie de dire, améliorer les mentalités, l'approche que cette institution a aujourd'hui sur le continent africain? Parce qu'à chaque fois, on nous rabâchait un même discours. Il y a des questions d'insécurité qui justifiaient notamment la présence de ces nombreuses missions dites de maintien de la paix sur le continent africain. On parle de la MINUSMA, certes, mais il y a d'autres missions qui ont pignon sur rue à travers le continent africain. Est-ce que ça pourrait remettre aujourd'hui en doute le modèle onusien qui viserait notamment à procéder par un déploiement fort remarquable des groupes armés assez conséquents pour, disent-ils, venir soutenir, suppléer les États africains à régler la question du terrorisme, parlons comme ça? C'est la blague que j'avais fait une fois, c'est ce qu'on appelle le colonialisme des MINUS. C'est-à-dire, c'est MINUSMA, MINUSCO, MINUSCI, MINUSA, il y en a partout, mais partout, il n'y a pas la paix. Donc, il y a pas ces organisations ne maintiennent pas la paix. Mhm. Ces organisations favorisent la continuité du néocolonialisme en Afrique par les Occidentaux. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui vient de se passer au Mali est vraiment extrêmement important parce qu'en effet, ça va redéfinir les cartes. Et en effet, au niveau de la communauté internationale, on va se rendre compte qu'on est en train de perdre cette partie. Comme je l'ai dit, on est en train de changer de paradigme. Ces pays sont en train de recouvrer leur souveraineté. Et donc, aujourd'hui, toutes ces missions de ce colonialisme des MINUS, à mon avis, arrive à sa fin et c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique parce que partout où il y a ces missions, que ce soit à l'est du Congo, au Soudan et ailleurs, ben partout c'est le chaos. Et que ce qu'on voit au Mali aujourd'hui, c'est que cette force MINUSMA est en train de partir. Et ce qu'on voit à l'image, on voit des images de l'IS, un pays qui est content de voir son armée débarquer et de enfin pouvoir être protégé par son armée et plus par des puissances étrangères. Donc c'est un événement historique, c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé le 14 novembre. Merci à vous, Sébastien Périboni. On a été rejoint par Charlie Kenyé. Il est un stratège qui nous permettra au mieux d'apprécier la dynamique qui est observée du côté du Mali. Charlie, bonsoir à vous. Vous êtes friand en tout cas de la dynamique armée-nation. C'est bel et bien ce que nous observons depuis le 14, un peu plus en avant, du moins depuis l'arrivée aux affaires du colonel Assimi Goïta le 2 mai, le 24 mai de 2021. J'y arrive. Alors, on a vu l'armée être en parfaite osmose avec sa population. Ça n'a pas été une véritable partie de plaisir quand on sait que les terroristes, avec un fort ancrage, notamment dans le nord du Mali, ça a été une offensive assez périlleuse, mais surtout assez particulière parce qu'il fallait y aller step by step, Anéfis et bien d'autres territoires qui ont été progressivement récupérés par l'État malien. Par l'État malien, pardon, j'y arrive. Alors, Charlie Kenyé, comment peut-on expliquer, quel peut être le retentissement de cette victoire malienne à l'international, notamment au sein de plusieurs institutions qui avaient bien entendu prédit, on va dire, une fin catastrophique à l'État malien? Bien, déjà, je salue Sébastien. mon co-débattant, Sébastien Périmoni. Il faut dire très clairement que sur le plan géopolitique, parce que quand vous questionnez justement le retentissement au niveau des instances internationales, cela va de soi que dans le cadre de la géopolitique internationale,
clairement.